Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes Charles Cornet et je vous laisse vous présenter globalement. Voilà. Alors globalement, moi je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Rennes. Je crois que vous êtes aussi à l'INSA de Rennes, Ouais, carrément, si j'ai bien carrément. compris. Et plus précisément, je suis professeur des universités. Je fais mes enseignements devant les élèves ingénieurs et je fais mes recherches dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut Photon. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes professeur en STPI ou pas Je Alors pense que c'est- j'enseigne en STPI, Ouais. 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 Parce que du coup, moi je me souviens pas de vous avoir eu. Peut-être que c'est Alors, je récent ou faisais c'est. un module autour de l'énergie, de l'énergétique. Et Mhm. je fais toujours, mais on partage ce module avec une collègue. C'est Ok. au semestre 2 ou 3, non? Semestre 3, donc Semestre 3. premier semestre de Ok. deuxième année. Ok. Ça Ouais. marche. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas venu beaucoup en cours alors. Non, mais justement, en fait, je me disais. Je vais noter. Ouais. Merde. Et du coup, on voulait savoir un peu votre parcours, c'est-à-dire comment vous avez commencé, quelles études vous avez faites qui vous ont mené à où vous êtes actuellement. Alors moi je suis un physicien de formation. Mhm. J'étais en région parisienne avant d'être à Rennes. Et j'étais sur le plateau de Paris-Saclay, là, sur l'université de Paris-Saclay. Et donc, j'ai fait des études de physique fondamentale. Et donc, moi, je me voyais au départ instituteur, Mhm. enfin, donc professeur des écoles, et parce que j'aimais bien enseigner, ça me plaisait. Et j'avais choisi un peu la physique comme ça, après le bac. Et puis, en étudiant la physique fondamentale, ça a commencé à me plaire vraiment. Donc je me suis dit, ah bah, pourquoi pas peut-être professeur de collège, puis donc professeur de physique. Mhm. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas professeur de lycée. Voilà, et donc à la fin de mes études, j'ai passé un concours qui s'appelle l'agrégation pour devenir prof, que j'ai obtenu. Et puis je me suis dit, oh, bah, je vais faire une année de plus. Donc j'ai fait un Master 2, à l'époque ça s'appelait DEA, mais voilà, c'est un Mhm. Master 2. Et j'ai regardé un peu les Master 2 et il y en avait un à Rennes qui me plaisait bien. Sur ce qu'on appelle les nanostructures et les hétérostructures, c'est des objets tout petits, c'est des matériaux qui sont avec une architecture à l'échelle nanométrique. Je me suis pointé à Rennes, que je ne connaissais absolument pas du tout. Je connaissais personne à Rennes. J'ai adoré la ville. Et j'ai adoré mon Master 2 et je me suis posé la question, mais finalement, est-ce que je prends un poste de prof ou est-ce que je vais pas plus loin? Mhm. Et il se trouve que il y avait un laboratoire dans les locaux de l'INSA de Rennes qui me plaisait pas mal, qui m'a accueilli, et donc pour faire une thèse, donc c'est pour poursuivre 3 ans de plus. Mhm. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que cette thèse, elle était dans le cadre des réseaux d'excellence européens. À l'époque, le labo était dans les réseaux d'excellence européens. C'est un programme qui n'existe plus maintenant. Mais ça m'a permis de voyager pas mal en thèse. Donc je suis allé dans plusieurs endroits en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Pour faire de la recherche, du coup, pour Pour faire de la étudier. recherche, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et votre thèse est portée sur quoi globalement un peu? Je sais pas si c'est. Alors, c'était sur. Donc, on faisait des nanostructures, donc c'est des objets nanométriques, Mhm. plus précisément des boîtes quantiques. Donc, en gros, c'est une espèce de petite pyramide aztèque de quelques atomes de haut. Et donc, c'est des objets qui, notamment, peuvent permettre de bien émettre la lumière ou bien absorber la lumière. Et donc, mon travail de thèse, ça consistait à regarder si ça émet bien la lumière ou pas, donc ces petits objets-là. Alors, il y a plein d'applications derrière, mais mon travail de thèse était focalisé là-dessus. Ok, d'accord. Ouais. Et quand vous alliez en Europe, c'était justement pour. C'est dans quel cadre? C'était juste pour aller dans différentes universités et voir. Genre, c'était. Alors, c'était pas pour me balader Non, mais non, mais. et faire du tourisme. Non, c'était pour faire, par exemple, j'étais dans un laboratoire en Belgique où ils avaient des expériences qui étaient uniques en Europe, où on appliquait un champ magnétique super intense et on regardait l'émission optique sous champ magnétique. Donc c'était une expérience qui faisait 5 fois cette salle. Mhm. Avec du matériel très très particulier. Il y avait ce genre d'expérience que dans le laboratoire où je suis allé. Je suis allé aussi à Berlin, par exemple, pour faire des calculs plus théoriques
que seule l'équipe de Berlin savait faire à ce moment-là. Donc c'était vraiment pour aller chercher des compétences uniques et j'ai trouvé ça passionnant. Ah, c'est cool. Et donc, après la thèse, C'est ça, j'ai voulu continuer. Ah, c'est ça, à chaque fois un de plus un peu. Et j'ai voulu continuer. J'ai fait 1 an. Alors, comme pendant ma thèse, j'avais pas mal voyagé, j'ai fait 1 an où je suis resté encore dans le même laboratoire. J'ai continué de voyager d'ailleurs pendant cette année-là. Et quasiment dans la foulée, j'ai eu un poste de maître de conférence. Donc, je suis devenu officiellement enseignant-chercheur à l'INSA. Ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré définitivement l'INSA. Et c'est comme ça que je suis passé de professeur des écoles Ouais, c'est ça. à maître de conférence. Ah, c'est Voilà. ah, c'est fou. Mais c'est quand on aime quelque chose, après, Ouais. c'est difficile de faire machine arrière. Et ce Master 2, c'était un Master 2 qui était au hasard que vous avez pris, justement, qui portait sur ces sujets-là, ou c'est juste que ça vous intéressait J'avais postulé partout en France. Mhm. J'ai été pris partout en France. Il y avait quand même 2 arguments. Le sujet me plaisait. Et puis, j'avais plein de gens qui étaient passés par Rennes et qui m'avaient dit « Ah, mais Rennes, c'est super. Mhm. Et notamment, comme ville étudiante, Ouais. Rennes, c'est vraiment top. Ah, c'est cool. Ouais. Et ça a été un argument décisif pour moi. Donc, comme quoi, il n'y a pas que la science. Ouais. J'étais avec maintenant, c'est ma femme, mais à l'époque, c'était ma compagne. Et elle non plus connaissait pas, mais elle aussi était attirée par Rennes. Et puis, c'est pas très loin de Paris. Donc, c'est quand même, professionnellement, pour voyager, c'est quand même super, quoi. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Et donc après, quand vous êtes devenu enseignant-chercheur, vos sujets de recherche portaient sur un peu les mêmes thèmes que votre thèse, ou Alors, j'ai changé vraiment de compétences. C'est-à-dire que comme j'avais pas bougé géographiquement, ce qui est un peu une exception, hein. Dans mon domaine, normalement, les gens sont quasiment obligés de bouger Ok. à l'international. Pourquoi? Parce qu'en France, particulièrement, la recherche n'est pas avancée, ou juste parce qu'il faut... Non, c'est que en fait, on aime bien recruter des gens qui ont une expérience dans d'autres labos et qui ont vu d'autres systèmes de fonctionnement, parce qu'on se dit que quand il va falloir nouer des collaborations internationales, ils sauront mieux faire. Alors, il se trouve que moi, j'adore voyager, j'adore collaborer et travailler avec des gens qui viennent de profils assez divers et variés. Et donc, on a considéré que mon expérience en thèse était suffisante pour avoir ce poste. Mais en échange, et le prix à payer, c'était de changer de spécialité scientifique. Et donc, quand je suis arrivé en tant que maître de conférence, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la croissance cristalline, c'est-à-dire à fabriquer les petites pyramides. Je me suis plus contenté de les étudier, mais je me suis attelé à les fabriquer pour de vrai. Et donc, j'avais un thème de recherche qui est parti là-dessus. Donc, après, c'est un peu technique, donc je ne vais pas aller au-delà, mais mon rôle, ça devenait de déposer les atomes pour fabriquer ces nanostructures. Et vous poursuivez encore maintenant, ou ça peut changer justement dans... Alors maintenant, en fait, j'ai progressé. Ça fait, là, je vous parle déjà d'un temps, c'était il y a 15 ans, un truc comme ça. Et maintenant, je me sers un peu de tout. Parce que comme j'ai plusieurs casquettes sur la fabrication, mais aussi sur les caractérisations de ces objets, j'utilise un peu les deux. Et puis, je suis arrivé maintenant dans une position à mon âge avancé où je vais plutôt piloter la recherche et plus trop faire moi-même. Ok. Donc il y a des doctorants notamment qui vont faire le travail de recherche, et donc je les encadre. Voilà, donc c'est plutôt mon rôle maintenant. Au sujet des perovskites, notamment au sujet des perovskites, on a eu plusieurs choses. On a plusieurs contrats européens sur lesquels on travaille. On accueille une bourse Marie Curie, c'est peut-être ça dont elle parlait, je ne sais pas. Donc on a un chercheur qui a eu une bourse Marie Curie pour venir travailler chez nous, un chercheur étranger qui est passé dans notre labo. Donc ça, c'est le thème porté par Jackie Evin, là, mon collègue qui est assez connu internationalement.
Lui-même a reçu la médaille de la Société française de physique. Il est nommé à l'Institut universitaire de France. Alors ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais en fait, c'est vraiment des reconnaissances pour du travail de très haute qualité. Ok. Voilà. Et il fait partie, alors ça peut-être que ça vous parlera plus, mais il fait partie des chercheurs les plus cités dans le monde. Il y a un classement international qui est fait. Et ben, son nom apparaît dans ce classement depuis maintenant, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 ans. Donc c'est énorme. En fait. C'est vraiment une star. C'est vraiment une star mondiale. Voilà. Dans le milieu, oui. Et c'est parce que son sujet de recherche a des applications très variées pour qu'il soit cité dans beaucoup de... Ou c'est juste parce que c'est de travail de très bonne qualité, comme vous l'avez dit, je veux dire. Alors, ce qui s'est passé là pour parler de Jackie Evin, en fait, c'est qu'il s'était intéressé à cette famille de matériaux qu'on appelle les perovskites. Très tôt, c'est-à-dire qu'il y a assez longtemps, il a commencé à s'y intéresser en regardant un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et il se trouve que ces matériaux, en fait, alors c'est des matériaux qui se fabriquent très facilement, quasiment dans une cuisine, enfin pas tout à fait quand même, mais donc qui sont pas chers à fabriquer. Et il se trouve que d'un coup, au milieu, enfin donc ça doit être vers un peu après 2010, on s'est rendu compte que ces matériaux, si on les déposait de la bonne manière, ça pouvait faire des cellules solaires photovoltaïques super efficaces. Et c'est un peu la surprise, parce que d'habitude, on fait des matériaux chers et extrêmement performants. Et là, avec un matériau qu'on fabrique avec pas grand-chose, on est arrivé à avoir des rendements de conversion solaire à électricité qui étaient très bons. Et là où il a eu du flair, c'est qu'il a bien vu que ça partait. Et lui, il est resté en contact avec... comme il avait déjà travaillé un peu sur le sujet, il avait quelques bases. Il est resté en contact avec les meilleurs labos du monde pour expliquer la physique de ces matériaux. Et en fait, il s'est positionné comme vraiment l'expert reconnu dans la physique de ces matériaux. Okay. Et ce qui est assez... il est très fort, hein, Jackie. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il a réussi même à prédire des effets qui ont été observés expérimentalement ensuite. Et en fait, c'est assez rare pour un physicien d'arriver à prédire, notamment pour un théoricien, d'arriver à prédire ce que va donner l'expérience. Des propriétés de perovskite, les propriétés de ces matériaux, les propriétés optiques de ces matériaux. Okay. Ouais. Et donc, c'est un sujet majeur de recherche à l'Institut Photon ou... C'est un des gros sujets. Ouais. Ouais. Et alors, c'était beaucoup axé sur les cellules solaires, donc les panneaux solaires photovoltaïques, en fait. Et puis, ça s'est pas mal diversifié dans les dernières années. Notamment, maintenant, Jackie Evin utilise ces matériaux pour aller vers les technologies quantiques. Alors, c'est un autre... Ça parlera peut-être plus au GPM. Ou pas, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous allez utiliser les technologies quantiques dans pas si longtemps que ça. On commence à avoir des applications qui sortent avec le Graal qui est le développement de l'ordinateur quantique. Mais pas que, il y a plein d'applications possibles. Et donc ça, c'est en train d'arriver, c'est en train doucement de sortir des labos et d'arriver vers un début de produit. Alors, c'est pas dans le commerce encore, c'est pas chez Carrefour, mais parce que le mot quantique, je pense que c'est un peu un gros mot pour beaucoup de gens. On sait pas trop ce que ça englobe. Même, moi qui me suis un peu intéressé, je comprends pas exactement. Alors, je vous rassure, hein, même les gens qui en font depuis de nombreuses années comme moi, on comprend toujours pas comment ça marche. Qu'est-ce qui la différencie de la physique classique? La physique quantique. Non, il y a une chose assez. Il y a une chose assez simple, c'est que toute matière en physique quantique a un caractère ondulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, par exemple, si vous lancez une balle de tennis sur un mur, normalement, elle vous revient. D'accord? Ça, on est tous d'accord. Voilà. Dans la physique quantique, donc là, on parle de dimensions où on est à l'échelle vraiment petite. La balle de tennis, c'est un électron. Et un électron, c'est à la fois une particule, comme une balle de tennis un peu, mais à la fois, c'est aussi une onde. Et la conséquence de ça, c'est que si vous lancez un électron sur un mur, il a une chance non nulle de traverser le mur. Voilà. Voilà, c'est un exemple pour illustrer des différences fondamentales entre ce qu'on connaît de la mécanique habituellement et ce qui se passe quand on regarde l'infiniment petit. Même chose pour la lumière, même chose. Il y a un certain nombre de phénomènes qui arrivent et qui sont un peu perturbants pour nous. Enfin, vous savez bien que si vous courez contre le mur, vous pouvez essayer de le traverser, mais ça n'arrivera pas, en fait. Voilà. Et mis à part... Non, je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non, c'est bon. Non, je veux dire, mis à part l'ordinateur quantique, il y a d'autres applications qui pourraient révolutionner un peu je sais pas, nos interactions ou des manières de... Alors, nous, on va s'intéresser plutôt à la lumière, aux propriétés quantiques de la lumière. La lumière, c'est une onde, ça je pense que tout le monde le sait plus ou moins. Mais depuis le début du XXe siècle, on sait aussi que c'est composé de particules qu'on appelle des photons, d'où le nom de notre labo, Institut Photon. Et donc, ces photons ont des propriétés assez particulières. Et maintenant, dans les labos, de manière assez standard autour du monde, on est capable de manipuler des photons uniques, un par un. Donc, on est capable de les envoyer là où on veut, de les faire interagir avec ce qu'on veut. Et on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles propriétés de la lumière qu'on n'avait pas vues avant, qui sont un peu intrigantes. Et du coup, les chercheurs ont plein d'imagination pour inventer des nouvelles applications. Donc, ça peut être des capteurs, par exemple, pour faire de l'imagerie, la détection, des choses comme ça, en utilisant les propriétés quantiques de la lumière. Et pour revenir aussi j'ai oublié le nom du perovskite, c'est quoi Perovskite, pardon. Pour revenir au perovskite, actuellement, il y a des panneaux solaires qui sont commercialisés, je veux dire, pour pas le grand public, mais qu'on peut installer, qui sont composés de perovskite. Ouais. Alors, oui, il y a des premiers produits commercialisés. Il y a un problème avec les perovskites. Donc, c'est pas cher, c'est efficace. Mais ça aime pas trop l'eau et l'humidité. Ce qui est gênant pour un panneau qu'on met en extérieur. Ouais, bien sûr. Et donc, pour l'instant, les premiers produits qui ont été commercialisés, c'est plutôt des applications de cellules solaires, mais en intérieur. Alors, par exemple, pour faire des étiquettes dans les magasins, des étiquettes autonomes où ça capte juste l'énergie des néons et ça affiche le prix. Et donc, à distance, on peut modifier les prix de tous les produits en magasin, par exemple. Voilà, ce genre d'application-là. Et après, si on veut aller vers vraiment d'un déploiement à grande échelle, il va falloir continuer de travailler pour améliorer la stabilité, notamment quand il pleut, quand il fait humide. Voilà, donc ça, c'est en cours. Il y a pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Parce que j'imagine que c'est devenu depuis quelques années maintenant, c'est un gros sujet et que c'est un peu l'avenir de l'énergie solaire, quoi. Du photovoltaïque en tout cas. C'est une des voies, c'est une des solutions, sachant que les prix de l'énergie solaire ont déjà fortement diminué, notamment avec la production chinoise de panneaux solaires qui a augmenté très fortement. Mais si pour de nouveau une baisse de prix, effectivement, les perovskites pourraient être une solution très intéressante. Ouais. Le silicium, c'est le deuxième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Donc du silicium, il y en a partout, et notamment la silice, c'est le sable. Donc dès que vous allez sur la plage, vous êtes sur des kilos et des kilos, plutôt des tonnes de silice. Voilà. Pour faire des panneaux solaires, il y a différents procédés, mais il faut globalement purifier cette silice et fabriquer du silicium. Ça demande des ressources.
Après, si on compare par rapport au perovskite, par exemple, tout n'est pas réglé. Donc, dans certains types de perovskite, par exemple, il y a besoin de plomb. Or, la réglementation européenne veut pas trop de plomb dans les matériaux, puisque le plomb peut être potentiellement avoir des effets sur la santé. Donc, il y a tout un débat à savoir si est-ce que ça serait vraiment grave si on en mettait un peu ou pas. Est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose. Voilà, tout ça, c'est des recherches en cours. Mais en fait, le développement d'une filière technologique, ça se fait pas. Oui, parce que là, c'est pas seulement de l'aspect scientifique, c'est aussi l'aspect politique de savoir si on autorise ou pas, quoi. Il y a, bah, il y a, oui, Oui, il y c'est a, des il freins, y a aussi, il y a aussi cet aspect-là. Mm. Mais en fait, tout ça prend du temps. Mm. C'est-à-dire que on peut pas demander le développement d'une filière industrielle et un produit commercial en 10 ans dans ce genre Ok. de filière-là, quoi. C'est pas possible. Il faut attendre un peu et ça vient. Il y a des progrès réguliers, mais voilà, ça prend du temps. Et par exemple, moi je me demande en fait, c'est les sujets de recherche sur lesquels vous travaillez, par exemple, quand Jackie Evin il s'est lancé, pas il s'est lancé, mais il a commencé à s'y intéresser, par exemple, à ces. Putain, j'ai du mal avec le nom du. C'est quoi le nom déjà? Perovskite. Perovskite, pardon. Quand Jackie Evin a commencé à s'intéresser au perovskite, je veux dire, c'est de lui-même ou je veux dire, par exemple, dans un laboratoire de recherche, ces sujets de recherche, ils portent, c'est les chercheurs eux-mêmes qui vont se dire, ah, peut-être que là, ça pourrait être intéressant d'aller là-dessus, ou peut-être que des fois, c'est l'industrie qui dit, on aimerait bien que vous axiez là-dessus. Je veux dire, comment la recherche, en fait, elle. Comment ça part et Ouais, voilà, ouais. comment ça commence, en fait. Alors c'est toujours un peu la même histoire. D'ailleurs, moi j'ai lancé un sujet sur la production d'hydrogène renouvelable il y a quelques années, et ça s'est fait un peu comme le lancement de Jackie Evin quand il a commencé. Il y a un côté, il y a un peu une opportunité, c'est-à-dire qu'on voit enfin, dans notre pratique de la recherche, la base de la base, c'est lire les publications qui sortent. Mhm. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a de plus en plus, mais on essaie de suivre. Et notamment, au moins les bons journaux de notre discipline, on essaie de voir ce qui passe. Et c'est aussi pour ça qu'on va en conférence d'ailleurs. On essaie de se mettre toujours à jour et de rester à jour. Et donc, l'idée, c'est essayer d'avoir un regard sur les publications qui passent et puis voir s'il n'y a pas des opportunités de collaboration sur un domaine qui pourrait ouvrir à autre chose. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour Jackie Evin. Lui, il regardait les publications, puis il a vu que ça démarrait, que les gens arrivaient à faire des cellules solaires, et donc tout de suite, il s'est positionné. Et puis, au début, il était tout seul, vraiment tout seul. Et puis, petit à petit, il a réussi comment dire, à fédérer des gens autour de lui. Parce que si on est tout seul, on va pas faire long feu. Hein. Il faut jouer collectif dans ces cas-là. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait très bien. Et donc, il a fait grossir son équipe. Et puis, ils ont commencé à publier des articles scientifiques pour se positionner. Et en fait, les financements, c'est venu après. Et c'était un peu toujours comme ça que ça se passe. Et l'industrie s'est intéressée aux panneaux solaires à base de perovskite après aussi. C'est en voyant que, ah bah tiens, en fait, ça pourrait marcher. Voilà. Moi, c'est un peu sur le thème que j'ai lancé moi-même il y a quelques années sur la production d'hydrogène renouvelable. C'est un peu ce qui s'est passé aussi. On faisait un certain nombre d'échantillons et on a été contacté par UCL, c'est University College London, qui avait repéré un peu nos articles et qui nous ont dit tiens, ça pourrait être intéressant vos échantillons pour faire ce qu'on appelle des photoélectrodes. En gros, c'est des panneaux solaires qu'on met dans l'eau et avec la lumière du soleil, ça permet de casser les molécules d'eau et produire de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une solution de stockage de l'énergie qui est presque idéale, théoriquement, parce qu'après, on peut s'en resservir soit pour produire l'électricité, soit de la chaleur. Voilà, donc ils nous ont contactés. Moi, j'ai envoyé, j'avais fait un essai de 2-3 échantillons en discutant avec 2 collègues. Je me suis dit, bon, on peut tenter. On a fait des échantillons. Les échantillons étaient vraiment mauvais.
Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas la peine de les envoyer, on va économiser du temps à tout le monde, et puis on va leur dire que bah, ça s'est mal passé, et puis tant pis. Et le gars donc, à Londres nous a dit, non, mais envoyez-les quand même. Voilà. On a envoyé les échantillons, et bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 semaines. Et je crois que c'est un mois après, je crois, qu'il m'envoie un mail en disant hey, ça marche, ça marche, ça marche. En gros, ça produit de l'hydrogène. Voilà, donc dans les 24 heures, j'ai pris mon billet d'avion, j'étais à Londres dans les 24 heures. J'ai fait un séminaire pour présenter le labo, nos activités, ce qu'on pouvait faire et tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand on est revenu, quand je suis revenu de Londres, on a discuté avec les collègues, on s'est réunis et on s'est dit bon bah on y va ou on n'y va pas. Et on a pris la décision très rapidement de dire bon bah on y va. Et donc on y va, c'est-à-dire on ouvre un nouveau thème de recherche au labo. Et donc ça veut dire que quand on est comme ça, on est un peu tout nu, quoi. On n'a pas de financement, pas de. Voilà. Et donc là, on a essayé de faire des efforts. On a réussi à obtenir d'abord un financement de thèse. Et pendant ce temps-là, les efforts de recherche ont été financés par les autres projets du labo. Et dans cette thèse, on a réussi à avoir des bons résultats. Et là, une fois qu'on a des bons résultats, après, ça déclenche tout. Donc, on demande des financements, on en obtient. On demande d'autres financements de thèse, on en obtient, etc. etc. Et ça part comme ça, quoi. Ok. Et c'est souvent un peu le même genre de schéma. En fait, c'est pas le directeur je sais pas, n'importe quoi, du CNRS ou de l'INSA qui va dire il faut travailler là-dessus. Voilà, ça part souvent de la base. Un chercheur qui a soit une opportunité, soit une idée, et puis ça part. Parce que sur l'hydrogène renouvelable, vous aviez jamais testé si ça marchait ou pas, parce qu'il vous demandait des échantillons, mais vous étiez que la théorie que vous aviez. En fait, nous, nos échantillons, on les utilisait pas pour ça. On les utilisait soit pour faire des cellules solaires, soit pour faire des lasers, des LED, des choses comme ça. Okay. On n'avait aucune expérience en électrochimie. L'électrochimie, c'est la science qui permet notamment d'étudier les électrolyseurs. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'électrolyseurs dans vos études préalables. Et donc ça, c'est plutôt des chimistes. Nous, en tant que physiciens, on n'est pas très à l'aise avec l'électrochimie. Donc, on n'avait jamais touché à ça. Et l'équipe qui nous a contactés à Londres, c'était une équipe de chimistes. Voilà. Et puis après, on a vu qu'on avait des gens en électrochimie qui étaient très compétents juste à côté à l'université de Rennes. Donc, on a travaillé avec eux. Et puis là, maintenant, on a un consortium. On fait partie du programme des grands investissements France 2030. Et on a un consortium français là-dessus avec des chimistes qui sont très compétents et qui nous aident bien. Vous disiez qu'au début, par exemple, pour l'hydrogène, vous financiez avec d'autres projets. C'est-à-dire que comment un laboratoire, concrètement, il gagne de l'argent? Ou je veux dire, est-ce qu'il y a, comme une association, ça doit être à zéro? Ou je veux dire... Alors, on a donc un laboratoire public. Donc nous, c'est de l'argent public qu'on utilise principalement. Il n'a pas vocation à gagner de l'argent. C'est pas, on n'a pas on va pouvoir pas faire de marge, on va pas faire de bénéfices, etc. On a une partie du financement qui est donnée par ce qu'on appelle nos tutelles. Alors, tutelles, c'est l'INSA, par exemple, le CNRS, l'université ou autre. Il faut savoir, et donc ça, c'est des financements récurrents, c'est-à-dire que chaque année, ils injectent un peu d'argent. Alors, il faut bien comprendre que cet argent, en dehors de nos salaires, mais cet argent, ça représente 10% du budget du labo. Donc, ça ne permet pas de faire tout ce qu'on fait. Et donc, le reste, il faut aller le chercher. Et on fait des projets de recherche qu'on soumet soit à l'Europe, soit à l'Agence nationale de la recherche en France. Voilà, et on va chercher de l'argent. Si l'idée est bonne, le projet est bien monté, on nous finance. Et donc, dans ces cas-là, on a le droit de bosser sur le projet qu'on a déposé. Et c'est des contrats qui durent En général, entre 3-4 ans. Okay. Voilà. Et puis, on a quand même une partie avec les entreprises. Donc, certains de ces projets sont avec les entreprises, mais on a parfois des financements directs des entreprises. Là, par exemple, en ce moment, on a un laboratoire commun avec une entreprise qui fabrique des lasers. Et elle met des financements sur la table. Et nous, on met des efforts humains aussi sur la table pour faire avancer un domaine de recherche qui intéresse l'entreprise.
Et voilà, donc c'est la petite partie financement privé. Quand ils financent 3-4 ans, c'est parce qu'ils estiment que, enfin je sais pas, ils estiment qu'au bout de 3-4 ans, vous aurez, enfin ils attendent des résultats, ou c'est juste ils estiment que c'est ce qu'il vous faut pour arriver au produit, enfin à une technologie Je mature. pense que, en fait, il faut quand même que tout le monde ait de quoi bosser. S'ils pouvaient financer directement 5 ou 6 ans, je pense qu'ils le feraient, mais Ils regardent ce qu'ils peuvent donner. dans ces cas-là, on demanderait beaucoup plus d'argent. Et dans ces cas-là, il y aurait pas de projet pour tout le monde. Et bon, il n'y en a pas pour tout le monde, mais je veux dire, ça serait encore plus sélectif que maintenant, quoi. Et sachant qu'il y a le taux de réussite, c'est environ 10%. Donc, ça veut dire qu'un projet sur 10 qu'on dépose est financé. Donc, 9 sur 10 ne le sont pas. Et après, les applications, par exemple pour l'hydrogène renouvelable, production d'hydrogène renouvelable, je veux dire, il y a les applications, en fait, en général, à partir du moment où leur recherche est lancée, elles mettent combien de temps à entrer véritablement en œuvre Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a un truc pour ça que, d'ailleurs, même tous les étudiants INSA devraient connaître, c'est ce qu'on appelle l'échelle des TRL. TRL, ça veut dire Technology Readiness Level. Donc le niveau de maturité technologique. Et dans cette échelle, 0, donc le niveau 0, c'est l'idée. Et niveau 10, je crois, c'est le produit sur le marché. Et donc ça veut dire que il va falloir, de l'idée jusqu'au marché, il y a un certain nombre d'étapes à faire qui sont très longues et qu'il faut monter progressivement. Sur des produits faiblement technologiques, ça peut aller très vite. Donc, je ne sais pas, j'ai une idée pour un nouveau design de rouleau à pâtisserie qui serait fait à partir de polymères, et non, je dis n'importe quoi, ou de bois spécifique qui n'est pas le bois habituel. Et je sais comment fabriquer ce bois. On peut monter toute l'échelle en 1 an, voire même plus court, et directement le mettre en production et puis le vendre. Sur des choses plus complexes technologiquement, je ne sais pas, votre téléphone, du matériel un peu high-tech, c'est beaucoup plus long que ça. Et donc, parce qu'à chaque étape, il va y avoir des difficultés qui vont se présenter qu'on n'avait pas forcément anticipées avant. Et parfois même, on va monter assez haut en TRL et puis ça va se bloquer. Et on va se rendre compte que, je ne sais pas, pour une raison précise, on n'avait pas anticipé que le packaging de votre produit, ça marchera jamais. Ou alors ça sera toujours trop cher. Et donc, ça s'arrête. Voilà. Et donc, je ne sais pas, moi, en ce qui me concerne, là, sur les recherches autour de l'hydrogène, nous, on a commencé donc, au niveau 0. Je pense qu'on en est au niveau 2-3. Il y a encore 7 niveaux au-dessus à monter. Donc et ça peut prendre plusieurs années pour ça. Et on n'est pas sûr que ça aboutisse. C'est le principe de la recherche. On n'est jamais sûr que ça aboutisse. Et par contre, tout le savoir qu'on produit peut être réutilisé pour un produit qui sera commercialisé derrière, quoi. Et donc la collaboration avec l'Université de Londres, ça remonte à il y a combien de temps ? C'était 2019. Okay. 2019. Donc depuis 2019, on a réussi à financer des thèses, à obtenir une grosse somme d'argent sur le projet France 2030 sur ce thème-là. Et donc on a structuré des partenaires nationaux là-dessus. Okay. Et ça marche bien pour l'instant, ça se passe Alors, c'est jamais. Moi, je suis de nature un peu impatiente. Donc, c'est jamais aussi rapide que ce que je l'imaginerais, enfin, ce que j'aurais espéré. Mais pour l'instant, on ne voit pas de verrou qui soit infranchissable. Donc, ça, c'est déjà la bonne chose, c'est qu'on progresse, lentement, mais on progresse. Et on n'a pas identifié de verrou fatal pour ça. Donc, il faut juste du temps maintenant. Il faut du temps, il faut qu'on nous libère du temps de recherche le plus possible, moins d'administration et plus de recherche. Et ça, c'est propre à la France, un peu l'administration, ou c'est un peu global, où il y a des laboratoires de recherche, par exemple, dans d'autres pays qui peuvent aller plus vite que ça Non, c'est propre à la France. Ouais. On est quand même... sur la complexité des procédures dans leur ensemble, on est quand même assez champion.
Alors, on est très bien à l'INSA pour faire de la recherche et les gens sont vraiment de bonne volonté. C'est un petit établissement et ça, c'est un avantage. On peut discuter avec les gens. Mais le système français et les lois françaises font que tout est quand même très lourd, quoi. Et comparé aux autres pays. Sachant que l'extrême inverse, c'est les États-Unis, où là, c'est vraiment une rapidité. On peut lever beaucoup d'argent en un rien de temps, installer son labo. Mais le pendant de ça, c'est qu'on peut aussi vous dire au revoir en 24 heures et le labo disparaît et il n'y a plus personne et tout le monde se retrouve. Et ça freine un peu les collaborations internationales ou pas avec la France? De que les autres labos se disent en fait ça va prendre du temps avec eux, donc on va plutôt se tourner vers une autre équipe dans un pays où c'est plus facile d'avancer. Non, je pense pas. Je pense qu'on essaye de le cacher quand on collabore avec les autres pays. On essaie d'être réactif malgré la complexité, nous, derrière. Mais ceci dit, par exemple, quand on arrive au montage de projets européens ou des gros projets, ça reste quelque chose qui est compliqué à gérer. Okay. Et en soi, qu'est-ce qui est complexe? J'arrive pas trop à voir. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une avancée qui est faite, faut le reporter, il faut attendre l'approbation de quelqu'un. Ou je veux dire, c'est. La moindre action dans le système français nécessite l'intervention de je ne sais pas combien de personnes. Voilà. Alors, pour donner une illustration, par exemple en Suisse, à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est un très bon centre de recherche européen, la secrétaire de l'équipe de recherche a la carte bleue et elle peut quasiment tout payer en carte directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est quasi instantané. Elle peut prendre la décision. Ah bah tiens, tu as besoin d'acheter ça à 1 000 €. Ça, voilà. Et, chez nous, il y a toute une étape de validation pour n'importe quel achat. Il y a même à une époque, on était obligé, enfin même encore maintenant, on est obligé de justifier quand on part en mission du moindre ticket de bus qu'on achète. Il faut garder le justificatif, il faut le donner au gestionnaire, qu'il le passe au service, tout ça pour 2 €, quoi. Voilà, donc c'est assez compliqué. Je suis parti en Allemagne, on m'a invité en Allemagne, j'ai pris l'avion et le train. Ils m'ont juste dit, gardez vous achetez, vous gardez les tickets. Je suis arrivé, j'ai donné les tickets, ils m'ont donné l'argent en liquide. Chose impossible. En France, carrément, là, on est dans un autre monde, quoi. Donc ça doit être bien d'aller bosser à l'étranger, ça soulage. Voilà. Après, il y a des bons côtés aussi en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté. Et j'aime bien la qualité de vie aussi en France. Mais pour le boulot, notamment dans le secteur public, c'est quand même très compliqué. Et ça crée pas des fois peut-être une fuite des cerveaux je veux dire, ça impacte que les personnes qui sont à des postes de direction un peu comme vous, c'est-à-dire qui sont directeurs pas de recherche, etc., qui sont confrontés à ça, ou même... Non, ça impacte tout le monde. Ça impacte vraiment tout le monde. Vraiment, tout est plus lent. Enfin, même concrètement, un doctorant qui veut acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, un oscilloscope, en fait, la procédure va mettre du temps. Il va y avoir des complications à tous à chaque intermédiaire, il va y avoir des complications. Et donc, ça va rallonger. Voilà. Et donc, tout le monde pâtit un peu de ça. En fait, c'est global. Mais c'est pas, encore une fois, les personnes sont de bonne volonté, souvent. Donc, c'est pas les personnes, en fait. C'est vraiment le système qui est fait comme ça. Et ça a été reporté, je veux dire... Il y en a qui essayent de se battre un peu contre ça, entre guillemets, et pour porter des projets de loi, ou je sais pas, pour faire changer les choses. Ça fait, alors, vous êtes jeune, mais des chocs de simplification, des trucs comme ça, il y en a eu un certain nombre chez nos décideurs politiques. À chaque fois, ils nous promettent des simplifications partout. Voilà. Et simplifier, ça veut dire faire confiance aux gens. Et donc, et en fait, dès qu'on arrive concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben là, tout de suite, ça pose problème. Et puis, les gens, il y a rétropédalage directement. Et donc voilà. Bon, ça, c'est assez français, mais c'est comme ça. Et du coup, il y a une question qui m'est venue aussi, c'est est-ce qu'il y a une sorte un peu de géopolitique de la recherche, dans le sens où
récemment, est-ce que vous collaborez avec des laboratoires russes ou chinois, par exemple, sur les panneaux solaires, etc. Ou du coup, ça s'est un peu freiné au fur et à mesure de la géopolitique, en fait, pas genre au gré. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question très actuelle. Non, c'est complètement dépendant de la géopolitique. Mhm. Alors, c'est un peu triste parce qu'on a des collègues russes, par exemple, qui ne sont plus fréquentables. Alors, des gens avec qui on bossait avant. On avait, et pareil pour la Chine. Pareil, voilà. Et donc, mais il y a un vrai. Enfin, on nous demande de faire vraiment attention avec qui on collabore. Par exemple, je coordonne un réseau européen, moi, sur ma spécialité, là, où il y a quand même une trentaine de pays. Donc, c'est européen et extra-européen, c'est-à-dire c'est européen au sens large. Voilà, et donc, dès le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, on nous a demandé de ne plus donner 1 euro et de faire attention à ça, plus donner 1 euro à un partenaire russe. Voilà, donc on a des consignes qui dépendent vraiment de la géopolitique. Et puis, même chose sur le travail avec nos collègues chinois. On nous demande maintenant de faire très très attention à ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Ce que je comprends, hein. Enfin, je vois bien les enjeux derrière. Voilà, et puis maintenant, avec le contexte politique aux États-Unis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouvelles consignes concernant nos collègues américains. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'a pas encore eu ces consignes-là, mais on va attendre de voir ce qui se passe, quoi. Et ces consignes, elles vous viennent de. Peut-être que vous n'allez pas me répondre, mais elles vous viennent de qui en soi? Vous dites, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le directeur du laboratoire à qui on dit des choses, ou c'est juste de vous-même Alors moi, je suis comme Moïse, hein, c'est Dieu qui me parle. Ouais, c'est ça. Non, il y a un certain nombre de filtres pour les financements. Et notamment, tous les personnels déclarés au laboratoire ou dans les projets en général sont soit déclarés à l'Agence nationale de la recherche, soit déclarés à nos tutelles, donc l'INSA, le CNRS, l'université. Et derrière ça, il y a des fonctionnaires sécurité-défense qui regardent un peu notamment les secteurs un peu chauds. Voilà, donc nous, on travaille dans les semi-conducteurs. Donc c'est un secteur qui est un peu tendu sur certaines applications. Et donc, on a des retours par ces canaux-là. On n'a jamais de consignes très claires, mais on a des décisions sur un certain nombre de dossiers qui sont positives ou négatives, qui nous font bien comprendre comment se situent les orientations. Okay. Ah oui, donc moi j'avais aussi une question sur quand vous publiez vos résultats de recherche, ou je veux dire, c'est publié dans des journaux, dans des magazines, et donc c'est toujours en anglais Alors oui, la publication. Oui, l'anglais s'est imposé depuis bien longtemps. Je pense qu'il fut un temps, il y a très 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 longtemps de ça, où où le français était utilisé. Mais non, maintenant c'est l'anglais de manière générale. Voilà, et on travaille en anglais en fait, parce qu'on a beaucoup de collègues qui viennent de différents pays, des postdocs, des doctorants. Donc la plupart de nos réunions sont en anglais. Ok. Et ils viennent ponctuellement, ou ils viennent pour toute l'année ou pour plusieurs années travailler là, quand je parle des doctorants, des post-doctorants, c'est des gens qui sont là toute l'année, quoi. Et après, on a aussi en plus des visiteurs étrangers qui viennent ponctuellement. Mais c'est vraiment la langue. C'est la langue de base. Et là, en ce moment, on a des petits stagiaires de 3e qui sont dans le labo et qui, en fait, découvrent le fait que ça parle anglais. Donc, c'est cool, ça. Du coup, ils comprennent que, oui, en fait, c'est utile, quoi. Ah bah, c'est sûr, ouais. Est-ce que c'est dans l'Institut Photon qu'il y a une salle blanche aussi, ou pas? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Cette salle blanche, elle est utilisée pour... du coup, pourquoi? Non, parce que, oui. Alors, il y a les salles blanches, il y en a un peu partout. Enfin, partout. Il y a beaucoup d'industries, il y a besoin de salles blanches. Et beaucoup de labos académiques où il y a besoin de salles blanches. Et ça sert essentiellement pour deux choses.
En fait, quand on va faire, je vais peut-être prendre l'exemple d'une cellule solaire parce que les gens voient un peu à quoi ressemble un panneau solaire. Quand on va faire un panneau solaire, on va d'abord faire pousser le matériau. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est l'élaboration du matériau. Et une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. Notamment, par exemple, il faut déposer des contacts électriques. Je rappelle que la cellule solaire, son but, c'est d'absorber la lumière et de produire l'électricité. Et donc, il faut des contacts électriques pour récupérer ça. Les contacts électriques sur une cellule solaire, c'est des espèces de peignes qu'on voit, des peignes métalliques qu'on voit en surface là, des panneaux solaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ben ça, on peut pas le faire n'importe comment. C'est pas juste on peint la peinture métallique par-dessus. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et ça, on va le faire en salle blanche. Donc, en salle blanche, il va y avoir deux types d'appareils. On va soit, en gros, pouvoir graver les matériaux. Graver, ça veut dire qu'on va faire des attaques chimiques ou physiques pour délimiter les matériaux, certaines zones du matériau, soit déposer d'autres matériaux sur les matériaux qu'on a déjà fait. Donc déposer par exemple des métaux, ce qu'on appelle des diélectriques ou des choses comme ça. Et donc le fait de pouvoir faire ça, on va pouvoir faire des empilements de structures et faire une architecture à 3 dimensions du matériau qu'on a réalisé. Pour faire par exemple une cellule solaire. Voilà. Et ça, il y en a partout, encore une fois, dans beaucoup de labos académiques. Nous, la salle blanche, c'est une plateforme technologique qui est une des salles blanches reconnues et visibles en Bretagne. Et aussi, j'ai pas compris si vous étiez le directeur de l'Institut Photon ou pas. Je veux dire, c'est votre. Alors, en fait, l'Institut Photon, c'est un labo de 120 personnes qui est réparti en 3 équipes. On vient de changer de nom. Alors maintenant, c'est 3 départements. Il y a un département qui est basé à Lannion. Il y a un autre département qui est basé à l'Université de Rennes. Et un dernier département qui est basé à l'INSA de Rennes. Et donc moi, je suis responsable du département qui est basé à l'INSA de Rennes, où on est une 50aine de personnes. Ok, d'accord. Moi, j'avais une autre question. C'est du coup les applications pour l'hydrogène renouvelable, pardon. C'est l'aspect énergétique, enfin stockage d'énergie. Les perovskites, c'est aussi stockage d'énergie et production d'énergie. Est-ce que l'énergie plutôt production. Ouais. Est-ce que c'est enfin l'énergie, c'est un des domaines majeurs de la recherche et un des principaux entre guillemets? Oui, alors clairement oui. Donc je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais en recherche, en fait, on nous demande depuis pas mal d'années maintenant de nous positionner d'emblée par rapport aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc si vous ne connaissez pas les objectifs de développement durable de l'ONU, je vous conseille d'aller voir, c'est intéressant. C'est des objectifs mondiaux de développement durable. Et donc, en gros, si vous n'arrivez pas à positionner votre projet un peu dans ce sens-là, ça devient très compliqué d'avoir des financements et donc de travailler en recherche. Et donc, dans ces objectifs de développement durable, l'énergie propre, entre guillemets, et c'est évidemment un axe majeur de ces objectifs de développement durable. Donc oui, ça devient un thème assez majeur en recherche actuelle. Et est-ce que les États-Unis, là, c'est ça qu'ils viennent de quitter ou pas les projets, enfin l'axe de l'ONU sur le développement durable? Alors on a du mal. Tout ce qui a été dit, on n'a pas trop suivi. Non, je crois qu'ils se sont retirés. Ils voulaient se retirer des accords de Paris, des accords sur le climat. Donc c'est des accords qui les contraignaient en termes d'émissions de CO2. Les objectifs de développement durable ne sont pas contraignants. C'est juste des objectifs posés par l'ONU. Donc je pense que les États-Unis, ça n'a pas d'impact sur la politique. Voilà, donc après on attend de voir un peu. Je crois qu'on est dans une période un petit peu faste où le nouveau président veut montrer qu'il est nouveau président.
Et donc, il faut attendre de voir plutôt à moyen terme ce qui reste de tout ça, quoi. Ça marche. Donc, on a beaucoup parlé des États-Unis, en fait. Ouais. Ah bah, mine de rien, ouais. Sans le vouloir, en plus, pas spécialement. Je sais pas s'il y avait d'autres sujets que vous auriez aimé aborder ou faire connaître aux étudiants de l'INSA. Non, c'est que si peut-être juste dire qu'on est ravis d'accueillir des étudiants qui voudraient faire des stages recherche, même chez les premières années, deuxième année. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous contacter. On a plein de choses à faire pour les jeunes. Moi, j'en ai mis, c'est Gilwen qui avait fait son stage Ah oui, avec vous, il me semble. Ouais. Je me souviens bien de Gilwen. On s'est pas mal resservi. Il avait fait des images en 3D, en dessin vectoriel, des systèmes pour l'hydrogène, justement. Ok. Et en fait, on s'est pas mal resservi de ces visuels. Et ça a même été affiché en grand sur des panneaux sur le programme France 2030 et tout ça. Donc, Trop bien. c'était bien. C'est cool. Ouais. Trop cool. Ah oui, non, mais en fait, moi j'ai une autre question aussi. C'est juste quand vous allez à l'étranger, du coup, parler dans d'autres universités, etc. C'est c'est encore une fois pour justement faire des liens et parler de votre recherche pour voir si éventuellement ça peut intéresser d'autres laboratoires. C'est ça un peu le. Il y a deux types de déplacements. Il y a les déplacements pour collaboration. Donc là, en général, c'est sur au moins quelques jours où on va travailler un sujet ensemble, typiquement. Donc, je sais pas, j'apporte mon expertise, la personne a une expertise, et puis on essaye de déboucher sur quelque chose. Et puis, il y a les déplacements pour les conférences. Les conférences internationales, alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas réussi à remplacer par la visio. Pendant le Covid, tout le monde nous a dit c'est génial, on va plus fonctionner qu'en visio, et donc on va économiser plein de carbone lié au déplacement. Et ben en fait non, ça marche pas très bien en visio. On a besoin de se retrouver et d'échanger en vrai. Et donc là, le jeu, c'est de chacun expose ses travaux et les autres posent des questions. Donc ça permet de se mettre vraiment à jour sur ce que font, où en sont les différentes équipes. Voilà, et donc c'est vraiment essentiel pour nous. D'autant plus maintenant que le niveau de publication a tellement explosé, enfin le nombre de publications a tellement explosé que ça devient très dur de suivre toutes les équipes en même temps. Donc les conférences, c'est bien parce qu'on voit les exposés des gens et on est capable. Et si on est intéressé, on va chercher la publication associée. Voilà. Moi, j'avais une autre question, mais c'est plus. Je sais plus si c'était Underscore qu'on avait parlé. C'est un podcast aussi que je regarde. C'est le vol de sujets de recherche. Enfin, dans le sens où si jamais vous publiez plein d'articles, il y a plein d'universités ou de gens ou de groupes qui vont récupérer vos recherches et les faire passer pour les leurs. Est-ce qu'il y a des organismes qui régulent un petit peu tous ces sujets-là? Alors, comment ça, les faire passer pour les leurs? Parce que si on a publié, on est les premiers. Et donc, notre nom, il est publié. Et donc, on a pris date, quoi. Donc, elles ne peuvent pas... Enfin, si elles font la même chose que nous, par définition, elles sont deuxième ou troisième. Mais elles ne sont pas premières. Ce qui nous intéresse, c'est d'être à l'état de l'art. Quand on dit à l'état de l'art, c'est une expression en recherche. Ça veut dire produire un résultat qui n'existe pas. Et donc, avoir quelque chose de complètement nouveau. Donc, on ne peut pas juste reproduire le résultat. Du point de vue de la recherche, ça n'a pas d'intérêt en soi. En général, on le fait parce qu'on a besoin, si on veut dépasser un résultat, on a besoin d'abord de le reproduire. Donc, en général, on reproduit, mais pour nous. Et ensuite, on essaye de dépasser. Et vous disiez qu'il y avait de plus en plus de publications, c'est parce qu'il y a de plus en plus de laboratoires ou c'est parce que... C'est pour quelles raisons Il y a deux raisons. Il y a l'émergence de la Chine qui a énormément contribué à l'augmentation massive du nombre de publications. Mais il y a aussi le fait que tous les labos du monde, beaucoup de labos dans le monde sont actuellement évalués sur les publications. Et notamment le nombre de publications. Il n'y a pas que la qualité. Le nombre de publications est un indicateur important pour les labos.
Et donc, quand vous mettez un indicateur en place, le but des gens, c'est de, de maximiser cet indicateur. Et donc, la conséquence de ça, c'est que dans certains labos, on va préférer faire 3 publications, essayer de valoriser un résultat autant que possible et faire 3 publications plutôt qu'une seule. Ok. Donc il y a un effet un peu de surenchère sur le nombre de publications. Maintenant, les gens ont bien compris ça et donc les décideurs essayent de limiter ça, mais c'est pas simple. Faudrait peut-être revoir, le système qui a à revoir un peu de... Ça veut dire retoucher les indicateurs. Mais le problème, c'est que dès qu'on met un indicateur en place, il y a toujours un effet pervers sur l'indicateur, quoi. Vous voyez, si mon indicateur, c'est de diplômer 100% des étudiants INSA, j'ai deux solutions. Soit je m'assure que tous les étudiants INSA sont excellents en élevant le niveau de la formation, soit je baisse complètement le niveau de la formation et les exigences au diplôme. Et si je baisse complètement les exigences au diplôme, j'ai 100% de mes étudiants qui passent. Voilà, vous voyez, c'est toujours ce problème avec les indicateurs. Merci beaucoup. Et de rien. Et puis, bon courage pour votre déménagement alors dans vos nouveaux locaux. Pour la prochaine émission. C'est ça.